Sylvain Maillard est l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Romain Desarmes. Député Ensemble pour la République de Paris, commissaire aux finances et membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. On va parler du Groenland, on va parler de l'Iran. Je voulais tout d'abord vous entendre sur le budget. Le gouvernement a annulé les débats à l'Assemblée prévus aujourd'hui et lundi. Les discussions vont reprendre mardi normalement, mais... Voilà, ça ne passe pas, il n'y a pas de majorité pour faire passer le budget. Ça va être soit un 49-3, si les conditions d'une non-censure se sont trouvées, soit une ordonnance. Quel scénario vous préférez déjà ? Le Premier ministre continue les discussions et il a raison. On voit bien que nous sommes arrivés au bout d'un chemin. Il faut une décision. On ne pourra pas aller jusqu'au vote puisque... il n'y aura pas de majorité. Exactement, ouais. C'est un vote politique. Et donc le PS, comme les écologistes, ont déjà dit qu'ils voteraient contre, ou bien au mieux s'abstiendraient, mais ça ne ferait pas une majorité. Donc il faut un texte de compromis. Le gouvernement et le Premier ministre y travaillent. Il était d'ailleurs présent physiquement à l'Assemblée nationale hier pour pouvoir discuter avec les différents groupes. Il y a deux choix, vous l'avez parfaitement dit, ou le 49-3. Mais dans ces cas-là, il faut que, je le dis aussi à votre micro, il faut que le Parti socialiste, parce que le Premier ministre avait fait cette promesse de ne pas utiliser le 49-3, pour le Parti socialiste, c'est pour avoir ces discussions qu'ont permis d'ailleurs le vote du budget de la sécurité sociale. Mais il faut que le PS appelle aussi le Premier ministre à utiliser le 49-3. Ce qu'on se dit, c'est tout ça pour ça, mais que de temps perdu pour aboutir à un budget qui, au final, va passer en force. Non, parce que, et moi qui ai participé avec les députés Ensemble pour la République aux discussions budgétaires, ça nous a permis aussi d'ouvrir des pistes et de fermer des pistes. Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, on discutait partout de la taxe Zuckman. Nous avons eu des votes à l'Assemblée nationale qui ont montré qu'il n'y a pas de majorité. Donc on a clos aussi des débats. Mais à un moment, c'est un vote politique. Et ce vote politique, traditionnellement, si vous êtes dans la majorité, vous votez pour. Si vous êtes dans l'opposition, vous votez contre. Et donc, il faut à un moment un acte d'autorité. Vous regrettez pas d'avoir cédé aux socialistes, notamment pour le budget de la Sécu, avec la suspension de la réforme des retraites, pour arriver là ? Il a été voté, le budget de la sécurité sociale. Ouais. Pour le coup, nous avons trouvé un compromis grâce à Sébastien Lecornu. Si honnêtement, un mois avant, je n'aurais rien parié sur le fait qu'on arrive à un vote. On a voté à l'Assemblée nationale le budget de la sécurité sociale. C'est quand même 70% du budget global de la France. Donc on a réussi, mais sur le vote du budget au total, c'est un vote politique et là, les réflexes politiques reviennent, donc il n'y a pas de majorité, il faut un acte d'autorité. Marine Le Pen vous accuse d'avoir menti, d'avoir su dès le début que vous alliez passer par ordonnance et que vous avez fait ça pour éviter à tout prix des législatives anticipées parce que vous avez peur de retourner aux urnes. Elle l'avait dit dès octobre, hein. Oui, ça se terminerait comme ça. Écoutez, c'est n'importe quoi. Vous voyez bien qu'il y a une vraie discussion. C'est pas n'importe quoi. Discussion budgétaire. D'ailleurs, elle avait prévu ce qui est en train de se passer. C'est pas n'importe quoi. Mais pas tout à fait, puisque d'abord, on ne sait rien si ce sont des ordonnances ou un 49-3. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des discussions budgétaires. D'ailleurs, les députés du Rassemblement national ont participé, comme les autres, pendant des longues journées, des longues nuits aux discussions budgétaires. Et ça a permis de clore des débats. Et d'ouvrir des pistes. Je crois que c'est aussi important. On s'est écouté. On a vu chacun où il était. Et d'ailleurs, on a pu découvrir que le Rassemblement national, qui explique sur votre plateau qu'il est pour la baisse des impôts, a voté une augmentation de 34 milliards de la fiscalité française. Je voulais vous entendre également, Sylvain Maillard, sur le Groenland et l'Iran. Déjà, sur le Groenland, la France envoie des militaires. Au Groenland, je rappelle que vous êtes membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. On a envoyé quelques militaires, une quinzaine. D'autres moyens terrestres, aériens et maritimes vont être envoyés, a précisé le président de la République. Hier, ça va être suffisant pour faire reculer Donald Trump qui veut s'emparer du Groenland ? Oui, alors attention, d'abord, j'entends beaucoup de choses sur le Groenland. Pourquoi Donald Trump est intéressé par le Groenland ? Je crois que c'est important de le redire. Il y a des routes maritimes qui sont en train de s'ouvrir de plus en plus largement par le réchauffement climatique, par le Nord, et donc il veut contrôler ces routes maritimes. Il veut aussi faire en sorte de pouvoir exploiter le sous-sol minier du Groenland qui est très riche, on le sait tous. Et il veut contrôler l'espace aérien entre les États-Unis et la Russie. Exactement, pour lui qui est une protection, et en se disant peut-être qu'un jour la Russie où la Chine prendrait possession du Groenland et donc serait beaucoup plus proche des États-Unis et pourrait éventuellement, dans le cas des lancements de missiles, attaquer les États-Unis. Bon, voilà, on a compris la stratégie. Ensuite, il y a des discussions qui ont commencé. Faut être très clair. Il fait exploser l'OTAN s'il fait ça. C'est-à-dire qu'il attaque un territoire
européen géré par le Danemark, qui appartient au Danemark, avec comme nous avons nous-mêmes nos outre-mer. Et donc il est essentiel de ne pas céder là-dessus. Les discussions ont commencé. Moi je le note, et on en parle assez peu. Alors mais qu'il y a beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup d'opposition aux États-Unis, y compris du Parti républicain, y compris des élus, des sénateurs. 75% des Américains sont contre, effectivement, le fait que les États-Unis mais même dans le Groenland. Parti républicain, dans les élus républicains, également. D'ailleurs, certains d'entre eux seront aujourd'hui au Groenland. Mais c'est pas déjà la fin de l'OTAN ? Non, je ne crois pas. D'abord, l'OTAN est stratégique pour les États-Unis. Ils ont une industrie de défense, on en parlait tout à l'heure. Ils ont une industrie de défense. Ils ont besoin aussi de vendre des avions, ils ont besoin de vendre des canons, ils ont besoin de le vendre aux Européens. Imaginez-vous si on sort de l'OTAN, c'est-à-dire que l'organisation même du système d'armement, qui est un système d'armement OTAN, exploserait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les armes américaines ne seraient peut-être plus vendues ou plus vendables en Europe. Et donc c'est tout. Ça, c'est l'aspect commercial de l'OTAN. Bah oui, mais enfin, l'aspect commercial, il est important pour Donald Trump. Diplomatique et de défense. Oui, mais enfin pour Donald Trump, l'aspect commercial, il est important. Et donc ils savent très bien qu'ils ont beaucoup plus à perdre de ne plus pouvoir vendre d'armes en Europe. Et donc d'autant plus de renforcer l'OTAN. Donc moi je pense qu'il y aura des discussions qui vont continuer. Il faut entendre aussi l'impératif américain de protection qui n'est pas nouveau, qui date pas que de Donald Trump dans cette région arctique. Mais il faut évidemment trouver un compromis, c'est important, et l'OTAN c'est essentiel. Que fait l'Europe là-dedans ? On regarde. Se protège. Ouais. C'est un territoire européen. Administré par le Danemark. On envoie quelques dizaines de militaires. Oui, mais je crois que symboliquement, c'est important de montrer que là-dessus, nous ne céderons rien. Qu'est-ce qu'on dit à Donald Trump en envoyant ses militaires ? Que nous ne céderons rien, qu'il peut faire exploser l'OTAN s'il fait une intervention dure. Je crois qu'il l'a entendu, je crois que l'administration l'a entendu. Il y a des négociations qui ont commencé, qui vont continuer sur l'exploitation du minerai, sur les routes commerciales. Rappelez qu'aussi les États-Unis sont déjà installés en fait sur le Groenland, ont déjà une base là-bas. Donc, mais on ne prend pas le risque d'être humilié s'ils débarquent, s'ils arrivent ? Non mais le problème c'est pas de savoir si notre amour-propre va être entaché, c'est de savoir si on garde l'OTAN. L'OTAN c'est la base même de notre défense en France, en Europe, aux États-Unis, et sans les États-Unis il n'y a plus d'OTAN. Donc je crois que il faut sauver l'OTAN avant le Groenland. Faut sauver notre organisation de protection globale. Non. Attention à ce que vous dites. On sauve l'OTAN en restant sur nos principes. Les principes, c'est que, évidemment, aucune agression envers un membre du pacte de l'OTAN. Donc, aucune agression envers le Danemark et donc aucune agression envers le Groenland. Sylvain Maillard, invité de la grande interview CNews Europe 1. Je voulais vous entendre également sur l'Iran. Le régime des mollahs assassine son peuple, tire à balles réelles sur les manifestants. Donald Trump, après avoir menacé de frapper, semble réfléchir, voire reculer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un régime atroce. Et évidemment, très en soutien depuis de nombreuses années. Moi, je reçois et je vois beaucoup d'intervenants extérieurs des oppositions en Iran depuis un bon nombre d'années, qu'on reçoit, pas que moi d'ailleurs, beaucoup de ma collègue Constance Le Grip, qui est très très investie aussi sur le sujet. Il faut qu'on continue à les soutenir. Moi, ce que je vois, c'est que là-dessus, Donald Trump, on en parle un peu sur tous les sujets, mais les États-Unis ont tracé une ligne rouge extrêmement forte et qui marche. Parce que on peut penser ce qu'on veut sur ce qu'il a fait sur Maduro, mais évidemment, je pense que le régime iranien qui est très affaibli depuis le 7 octobre, et tant mieux, parce que c'est la base du mal dans le Proche-Orient et Moyen-Orient, c'est eux qui organisent, qui nourrissaient le Hamas, qui nourrissaient le Hezbollah, qui nourrissaient le Yémen et la guerre civile au Yémen. Et donc, on a besoin, à un moment, ils ont été largement fragilisés, et nous, on a besoin de définitivement mettre à bas le régime. Et donc, ce qu'a fait les États-Unis, c'est de dire, si vous continuez à tirer à balles réelles, si vous exécutez les 800 personnes que vous avez promis d'exécuter, à ce moment-là, nous interviendrons. En tout cas, ils ont laissé planer suffisamment le doute pour que le régime recule. La réaction de la France, tardive, prudente,
certains diront tiède. Pour quelle raison? Moi, j'ai le sentiment que... Un tweet du président de la République. Oui, enfin, nos diplomates nos diplomates qui sont sur place suivent évidemment l'évolution. On a toujours dit sur l'Iran qu'il ne fallait pas d'intervention extérieure. S'il y avait une intervention extérieure, ça renforçait le régime. N'oubliez pas, ça a toujours été la doctrine en France. Pareil aux États-Unis, mais je vois dans l'ensemble de l'Europe, de dire le régime doit s'effondrer de l'intérieur. On peut l'aider, on peut l'accompagner, mais en fait le régime ne pourra s'effondrer que de l'intérieur. Et je crois que la France fait partie de ceux qui essayent d'accompagner l'effondrement du régime. Sylvain Maillard, on envoie des militaires au Groenland, on pourrait en envoyer peut-être en Ukraine. Et pendant ce temps, on ne sait pas faire la guerre à la grande délinquance. Des magistrats alertent car ils vont devoir libérer des accusés criminels en attente de leur procès, et ce, par manque de moyens. Est-ce que c'est pas cette guerre-là qu'il faut mener en priorité? C'est une guerre, on doit être sur tous les fronts. Il y a des fronts internationaux. Il faut être présent, et des fronts nationaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas une priorité à donner à la guerre contre la grande délinquance? Mais bien sûr. Et quand nous avons voté une loi sur le narcotrafic en disant que le narcotrafic... Mais c'est une question de moyens. On a envoyé 20 milliards en Ukraine. Est-ce que ces milliards n'auraient pas été mieux utilisés dans la justice? C'est pas tout à fait comme ça qu'on envoie 20 milliards. Aussi, on prélève énormément sur les fonds russes gelés. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut accompagner. Moi, je vois l'action de Gérald Darmanin quand il construit des prisons qui permet à la grande délinquance du narcotrafic de ne plus pouvoir exercer, d'être vraiment dans un système carcéral fort. Je pense que c'est une réponse. Après, je veux saluer tous nos policiers qui font un travail exceptionnel. Il faut des moyens supplémentaires. On les a votés. On continue à mettre en application les différentes lois qui ont été mises, dont certains décrets ne sont pas encore mis en place. Il faut qu'ils soient mis le plus rapidement possible. Mais ce sera un front compliqué. Vous savez que la guerre contre le narcotrafic va durer des années, des années. Vous avez en face de vous des gens sans foi ni loi. On l'a déjà vu à l'étranger, sans foi ni loi. Donc il faut combattre et ne rien lâcher. Je crois que c'est ce que fait le garde des Sceaux. Mais ça vous inquiète quand vous entendez des magistrats vous dire écoutez, on va devoir libérer des accusés criminels parce que ils sont depuis trop longtemps en détention provisoire et on n'a pas les moyens de les juger? Oui, c'est pas qu'on n'a pas les moyens de les juger, c'est que dans l'organisation même, il y a un moment où c'est dans un état de droit où vous pouvez pas maintenir en détention préventive éternellement. Donc il faut juger rapidement. On donne des moyens. Il y a beaucoup plus de greffiers. On a plus que doublé le budget de la justice depuis que nous sommes là. Oui. Il faut continuer à le faire. Et d'ailleurs, c'était un budget qui a été sanctuarisé dans le budget qui sera voté, enfin en tout cas adopté dans les jours qui viennent. Pour nous, c'est essentiel. Il faut des moyens, il faut accompagner la pénitentiaire et les différentes réformes dans les prisons, c'est ce que mène Gérald Darmanin. Rachida Dati, vous la soutenez à Paris, candidate au municipal. Elle est actuellement favorite pour devenir la prochaine maire de Paris? Oui, je crois qu'on arrive au bout d'une histoire. Ça fait 25 ans que les socialistes, les communistes, les écolos gèrent Paris. On a une ville qui manque de sécurité, une ville qui est sale, une ville où le logement social ne fonctionne pas. Et il nous faut absolument, je crois, un moment de respiration démocratique, et c'est elle qui est la mieux placée. Moi, je l'accompagne. On voit qu'il y a une vraie appétence pour une alternance, et il n'y a qu'elle qui peut battre le candidat socialiste. Il n'y a personne d'autre. Toutes les autres, ce sont des candidatures de témoignage. Nous, on est là. Le candidat de la gauche a pris la parole cette semaine et l'a accusé d'être, en clair, je résume, mais la candidate des fachos. Oui, vous l'avez entendu? D'ailleurs, je note à chaque fois que la gauche attaque toujours sur le personnel. Il y a très peu d'attaques sur le projet, sur ce que nous portons. Je pense que c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, ce serait intellectuellement intéressant à réfléchir. Je pense qu'ils se rendent bien compte, ça fait 25 ans qu'ils sont là, ils n'ont plus rien à proposer. Quand vous êtes en train de dire je vais réinventer, ça fait 25 ans qu'ils sont là. Il y a une fatigue démocratique. Nous avons besoin d'alternance à Paris. Celle qui est la mieux préparée, c'est Rachida Dati. Elle a constitué une équipe autour d'elle, de profils, je dirais, très diverses. Et puis qui ont tout simplement envie de faire en sorte que notre ville soit plus sécurisée, que notre ville soit propre.
enfin que Paris soit propre. Et puis, travailler sur les mobilités. On sait très bien que c'est un chaos. 100% des Parisiens sont piétons. Permettre que le logement social soit attribué, c'est ce que nous avons dit. Nous préférons que dans le logement social, il soit attribué à ceux qui travaillent à Paris, de faire en sorte que Paris soit, moi ce que j'appelle toujours réenchanter Paris, redonner envie de Paris, que des familles, 125 000 personnes sont parties de Paris depuis que Anne Hidalgo est là. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête de fermer des classes tous les ans, que les familles s'installent à Paris, que ce soit plus une ville de passage, mais une ville où on reste, où on construit sa vie. Et donc pour ça, il faut un choc d'autorité, et c'est ce que porte Rachida Dati. Sarah Knafou a lancé sa campagne pour les municipales à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez ? Candidature de témoignage ? C'est-à-dire ? Aucune chance de gagner, donc elle peut dire n'importe quoi. D'ailleurs, elle dit n'importe quoi. Quand elle dit qu'elle va faire 10 milliards d'économies, montrez-moi comment elle peut le faire. Je veux dire, nous on dit on peut faire sur une mandature entre 600 millions et 1 milliard d'économies pour baisser l'endettement qui est déjà de 12 milliards, ce que nous laisse le tandem Hidalgo-Grégoire. Nous, on est raisonnable, parce qu'on sait qu'on peut gagner et qu'on va gagner. Et donc pour ça, il faut parler aux Parisiens de la vérité. Toutes les autres candidatures, à part Rachida Dati, des candidatures d'alternance par rapport aux socialistes, toutes les autres n'ont aucune candidature de témoignage, aucune possibilité de gagner. Donc il y a un vote utile, si on veut l'alternance à Paris, c'est Rachida Dati. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, était l'invité de la grande interview CNews Europe 1 aujourd'hui. Merci Sylvain Maillard. Merci à vous, bonne journée. À bientôt.